Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Fleur de l'Empole arrive dans l'archipel des Maldives. Situé au sud-ouest de l'Inde, de part et d'autre de l'équateur, les Maldives comptent 1190 îles. 200 îles sont habitées par les Maldiviens et une centaine d'autres sont occupées par des hôtels. Toutes les autres sont désertes. Afin de préserver ces joyaux de corail, le gouvernement des Maldives accepte la présence des étrangers uniquement sur les îles hôtels. On arrive à Goido Atoll, là vous voyez sur la carte. Un atoll en fait, c'est une ceinture de corail. Et alors à l'extérieur c'est très profond et à l'intérieur c'est un lagon qui est très peu profond en fait. Il n'y a aucune profondeur. Et cet atoll-là il a la forme d'un œuf et il a une seule passe pour y rentrer. Il a 4 îles dont seulement 3 sont habitées. Et nous on va aller essayer de voir la petite île déserte qui s'appelle l'Inafushi. On va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble et à découvrir. Nous avons une chance extraordinaire. Le gouvernement des Maldives nous a autorisés à nous rendre dans les îles interdites. L'îlot Inafushi n'est jamais visité, sauf de temps en temps par les pêcheurs locaux. Nous pouvons donc réaliser l'un de nos rêves, découvrir une île déserte des mers du Sud et y vivre en Robinson. Et oui, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Les adultes du bateau nous ont autorisés à séjourner entre jeunes sur Inafushi durant 3 jours. Nous sommes seuls, sans adultes. Génial! Pas encore ouvert. Oh bah hé, il y en a plein. Ouais. Ça nous parle beaucoup ça. Quest'isola è veramente minuscola. Cette île est vraiment minuscule. Un banc de sable formé par les marées et les tempêtes, couvert seulement de petits arbres et de quelques cocotiers. Pour nous, c'est vraiment l'île de rêve, le paradis. Mais je me demande ce qu'en pensent les gens d'ici, qui vivent en permanence dans ces lieux offrant peu de ressources. Nous allons les rencontrer pour le savoir. Depuis quelques jours, nous avons quitté Inafushi et jeté l'ancre devant l'île de Fehendu. Nous nous sommes séparés en 2 équipes. 5 jeunes de la fleur sont à terre dans les familles de Fehendu, les autres restent à bord pour étudier le corail. Tous les jours, nous recevons la visite d'un Doni, cette élégante barque maldivienne bien adaptée à la navigation dans l'atoll. Ce Doni est mené par un capitaine de 14 ans, Mohamed Ibrahim. Quand ils ne sont pas à l'école, c'est le plus souvent sur l'eau, ou dans l'eau, que l'on retrouve les garçons de Fehendu. Fehendu est une île de sable et de corail, longue de 2 km et large de quelques dizaines de mètres à peine. Comme 90% des Maldives, elle culmine à moins d'1 mètre au-dessus de l'océan. Fehendu compte 275 habitants qui ne reçoivent jamais la visite d'un étranger. Tous sont musulmans. Ils vivent de la pêche et des produits de leur jardin. La vie s'écoule ici selon un rythme immuable. Voici la place centrale du village. C'est ici que les gens se réunissent pour jouer aux cartes, pour parler et passer le temps, surtout en cette période de Ramadan pendant laquelle il ne se passe pas grand-chose durant la journée. Et le matin, il y a des femmes qui viennent trier le riz ici sur la plage et puis il y a des enfants qui viennent jouer à la balançoire, au toboggan. Et en fait, si on cherche quelqu'un, on a beaucoup de chances de le trouver ici ou à la cabine téléphonique. Ce qui est aussi agréable ici, c'est qu'il y a du sable, mais alors vraiment partout autour de l'île. Il y en a devant, derrière, à côté, à gauche, à droite. Et c'est un vrai bonheur.
Aïchat et ses 2 fils sont venus remplir leur doni de sable sur un banc non loin de Fehendou. Le sable, c'est pas ce qui manque aux Maldives. Avec le corail et le bois, c'est le seul matériau dont disposent les Maldiviens pour construire leur maison dans ce pays sans pierre ni argile. Les enfants d'Aïchat grandissent et il projette d'agrandir sa maison. Mais la nouvelle partie ne sera pas construite en blocs de corail comme l'ancienne. Il a fait venir à grands frais des parpaings de ciment de Mahé, la capitale de l'archipel. Sophia habite chez lui. Cette maison, comme vous pouvez le voir, est construite en corail. C'est du vrai corail. Mais maintenant, c'est défendu. Pour construire les maisons et les bâtiments, ils utilisaient beaucoup de corail. Ça devenait très dangereux pour les récifs. Ça a été interdit. Maintenant, ils utilisent du sable et du ciment. Voici la chambre de Julie, qui est aussi la mienne. Elle dort ici avec son frère. Voilà mon lit, mon super lit. Mais la nuit, je n'y dors jamais. Je danse, je mange toute la nuit. Par contre, je dors toute la journée. Tôt ce matin, nous sommes partis en pêche avec Mohamed Ibrahim et sa famille. Malgré le ramadan, cette période de jeûne qu'observent chaque année les musulmans, pendant un mois, nous allons passer toute la journée en mer. Cette pêche est la plus curieuse que je connaisse. Tout d'abord, les hommes recherchent à l'intérieur du lagon un banc de tout petits poissons, près d'un récif de corail. Il faut chercher assez longtemps car les petits poissons ils sont de plus en plus rares. Après 1 heure passée à explorer le récif au sud de l'atoll, les plongeurs ont repéré leur proie. Ils entourent alors une patate de corail avec un filet. À l'aide de palmes de cocotier, ils rabattent ensuite le poisson, qui cherche à se réfugier dans les creux du récif. Il ne reste plus qu'à remonter le filet. Il nous faudra répéter l'opération à plusieurs reprises afin de remplir les viviers du Doni, où les petits poissons sont gardés vivants. Ce n'est qu'en fin de matinée que nous sortons de l'atoll par une passe à travers le récif barrière. Nous nous trouvons maintenant à l'extérieur de l'atoll, dans la houle et les grands fonds du large. La vraie pêche peut enfin commencer. Un marin jette à l'eau les petits poissons qui servent d'appât vivant pour les poissons du large. Thon, bonite ou dorade. Mohamed Ibrahim et moi avons un rôle très important. Si on m'avait dit qu'aux Maldives je pêcherais du thon avec une planche. Ah, en tout cas, ouais, j'ai faim. Je sais, mais attends. Le soleil se couche dans un quart d'heure et dans un quart d'heure on va manger. Et ça, c'est parce que depuis qu'on est là, on fait le ramadan. Et ça, c'est ici, vu que c'est un pays musulman, pendant le jour, ils ne mangent rien. Alors, c'est-à-dire que depuis 3 heures ce matin, on n'a rien mangé. C'est dur parce que vu qu'il fait chaud, on se transpire, on n'essaye pas de bouger, mais on dépense quand même de l'énergie. Au coucher du soleil, l'imam chante l'appel à la prière. Nous faisons nos ablutions rituelles avant de nous rendre à la mosquée. La foi en Allah est très importante pour les habitants de Fehendou, mais ils sont respectueux des autres religions. Je crois qu'ils sont touchés par nos efforts pour partager le ramadan avec eux. Les filles vont à la mosquée des femmes, séparée de celle des hommes.
On a commencé à manger, ça c'est le premier repas du soir. Ensuite on va faire un deuxième repas à 3 h du matin. La fête peut enfin commencer. Elle va durer presque toute la nuit. Pendant ce temps, l'équipe restée à bord de la Fleur a commencé son étude du corail avec Jean-Baptiste de Panafieux, notre scientifique. Les Maldives sont réputées pour abriter des fonds marins d'une exceptionnelle beauté. Notre première plongée se déroule dans les petits fonds à l'intérieur du lagon, juste en face de Fehendou. Jean-Baptiste prélève quelques polypes de corail afin de les observer au microscope. Tu veux quelque chose? Oui, bon, je vais mettre l'image à l'écran. Alors là, on a deux types de cellules. On a des cellules allongées avec une espèce de tortillon à l'intérieur. Hein, ce sont les cnidoblastes. Et puis les cellules rondes et colorées. C'est les zooxanthelles? Ce sont les zooxanthelles, c'est-à-dire des petites algues microscopiques, des plantes qui vivent à l'intérieur des coraux. Il y a une association entre le corail, un animal, et les zooxanthelles, des plantes. Ils vivent en symbiose? Ils vivent en symbiose. Ils ont besoin l'un de l'autre. Alors les zooxanthelles, elles apportent d'une part de la nourriture, puisqu'elles produisent plein de matière qu'elles fournissent ensuite au corail. Le corail se nourrit un peu d'animaux qu'il trouve dans la mer, mais l'essentiel de sa nourriture est fourni par les zooxanthelles. Et puis, les zooxanthelles fournissent aussi de l'oxygène, dont le corail se sert pour sa respiration. Est-ce que le corail peut vivre sans zooxanthelles? Si le corail n'a pas de zooxanthelles, d'une part il devient tout blanc, parce que vous voyez ici, les cellules du corail sont incolores, alors que ce sont les zooxanthelles qui sont colorées, donc il devient tout blanc. Et puis il vit un peu pendant quelques semaines, quelques mois éventuellement, mais sans pousser trop, et puis ensuite il meurt. Et les Il meurt parce qu'il a vraiment besoin des zooxanthelles. Mais le corail qu'on a vu tout à l'heure, il n'était pas tellement coloré. Moi je pensais qu'il y aurait plus de couleurs que ça. Ah oui, le corail qu'on a vu tout à l'heure était presque entièrement mort. Hein. Il était couvert d'algues, brun vert, mais il était mort. Ah, il était mort. Pratiquement entièrement mort. Il y a quelques petites taches de corail un peu plus vivants qui commencent à repousser, mais manifestement il s'est passé quelque chose ici. Vivant sur des îles minuscules, les Maldiviens dépendent complètement de l'océan. Comme tous les habitants des îles des mers du Sud, ils savent que les récifs de coraux sont leur garde-manger et qu'il faut les préserver. Mais depuis quelques années, le corail meurt et les poissons de récif se raréfient. Les Maldives ont pour seul atout économique les richesses de leurs fonds marins et la beauté de leurs îles. Le tourisme, notamment basé sur la plongée, est devenu la principale ressource de l'archipel. C'est lui qui permet d'implanter des écoles et des dispensaires, même dans les îles isolées. La mort du corail ne ferait-elle pas fuir tous les touristes vers d'autres destinations? On est sur internet parce qu'on recherche des informations sur le corail et les Maldives et on a déjà trouvé pas mal de choses. Et on est tombé sur un site qui nous a fort intéressés. C'est le site d'Index, donc c'est une campagne de recherche parce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps un énorme nuage de pollution au-dessus de l'océan Indien. Et Adrex a découvert que cet énorme nuage de pollution vient essentiellement de l'Inde et la Chine. Ce sont des pays qui comptent chacun plus d'1 milliard d'habitants, ce qui est énorme. Et comme c'est des pays en voie d'industrialisation rapide et très mal contrôlés, ils polluent énormément. Et donc là, sur cette carte, on voit très bien le nuage de pollution de sulfate. C'est une pollution typiquement industrielle qui est en train de se déplacer vers les Maldives. Et les Maldives sont en plein milieu de l'océan Indien et pourtant c'est quand même pollué. Et certaines semaines, les Maldives sont plus polluées que Los Angeles et c'est le plus mauvais jour. Alors que pourtant les Maldives n'ont que 3000 voitures et aucune industrie. Et tout ça évidemment c'est pas du tout bon pour les coraux. Hein. Bon bah je plonge. Nous avons décidé d'aller examiner l'état du récif à l'extérieur de l'atoll, en compagnie de nos amis maldiviens. Nous observons d'abord une grosse patate de corail,
par 5 à 6 mètres de fond. Le corail est mort presque partout. En fait, la partie vivante du corail n'est qu'une mince couche de cellules qui recouvre le squelette calcaire. Si elle disparaît, les algues, les éponges et d'autres organismes marins s'empressent de coloniser ce support. La pente externe du récif, qui ceinture l'atoll, s'appelle le tombant. L'atoll n'est que le sommet d'une montagne émergée et les profondeurs deviennent vite très importantes sur les pentes du récif. Les plongeurs descendent à 40 mètres et examinent les parois et les grottes. Partout, le corail est mort. Les éponges aux vives couleurs et les algues ont tout recouvert. Pour pêcher des langoustes, les plongeurs sont maintenant obligés de descendre à 50 mètres. Marion se laisse dériver dans le courant le long du récif barrière sur le platier. Une étroite plateforme large de quelques dizaines de mètres à peine. Largement éclairée par la lumière solaire, baignée par les courants du large, le platier est la partie de l'atoll la plus propice à l'épanouissement du corail. Lorsque l'atoll est en bon état, c'est une véritable oasis de vie sous-marine, un jardin aux formes et aux couleurs éblouissantes. Mais ici, du corail, il ne reste que les squelettes, gris et ternes. Seuls les poissons et quelques tortues égayent encore ce cimetière marin. Un petit chemin qui part par là. Ah, mais regardez, on voit la mer de l'autre côté. Ah ouais. C'est excellent ça. Ouais. Elle est pas très large l'île, hein? Non, pas du tout. L'île en fait elle fait à peu près 15 mètres de largeur, donc c'est très étroit. Et à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc là on a un bon exemple avec cette île, parce qu'elle est vraiment très étroite. Oui, je crois que le niveau maximum c'est 2,50 m le sommet. Ouais, c'est vraiment des îles très basses. Et s'il y a un réchauffement de la température, ça fera monter les eaux. Et la barrière, elle sera plus tellement utile pour protéger contre les tempêtes. Et ça, c'est un danger pour les Maldives. Et puis il suffit d'une grosse vague et puis il y a toute l'île qui est balayée là. Parce que 15 mètres, juste une vague. Ouais, En plus c'est une île que de sable, donc c'est vraiment fragile. Une grosse vague, un petit cyclone et puis il n'y a plus d'île. Hein. Ouais. Et puis ces dernières années, il y a de plus en plus de tempêtes. Il y a une remontée du niveau de l'eau, mais il y a aussi le climat qui change. Et les tempêtes deviennent violentes. Et ici, les gens ont remarqué. Et ils commencent à protéger leurs îles. Le réchauffement mondial, c'est quelque chose, maintenant, les scientifiques en sont pratiquement sûrs, c'est dû aux émissions de gaz carboniques, le CO2, par nos voitures, par nos avions, par les usines de production d'électricité. Dès qu'on consomme du charbon ou du pétrole, on produit du CO2. Et de combien la Terre peut se réchauffer à peu près? Ce gaz va provoquer un réchauffement. Actuellement, on estime ça à 2 degrés sur l'ensemble de la Terre. 2 degrés. Mais certains pays vont voir leur température monter, d'autres au contraire diminuer. Certains vont devenir plus arides, d'autres plus pluvieux. Ça, on ne sait pas exactement actuellement. Mais ici, aux Maldives, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une montée du niveau de la mer. On prévoit que d'ici une cinquantaine d'années, le niveau de la mer monte de plus de 50 cm. Pour un réchauffement moyen de l'ordre de 2 degrés, mais qui sera donc variable, 50 cm ici, c'est énorme. Mais tout ça, c'est un peu à cause des pays développés, des pays riches, parce qu'ils ont plus de voitures, plus d'usines, d'entreprises. Et c'est les Maldives qui subissent tout ça, alors qu'elles ne produisent pas vraiment beaucoup de CO2. Ah oui, ce sont les pays occidentaux qui sont responsables de ça c'est sûr. D'abord les États-Unis, mais aussi l'Europe, et puis certains pays en voie de développement qui commencent à s'industrialiser d'une façon pas spécialement non polluante, comme la Chine, qui produisent énormément de CO2 aussi, et de plus en plus. Et ça c'est un des dangers, c'est que si tous les pays commencent à s'industrialiser, à ce moment-là, l'émission de CO2 pourrait augmenter énormément. Parce que là, la température de la Terre serait vraiment plus élevée. Oui, la situation pourrait devenir beaucoup plus catastrophique que celle qu'on imaginait. Déjà, là, elle est inquiétante.
Les habitants des Maldives sont très conscients des menaces qui pèsent sur leur archipel. Nous en avons longuement parlé avec Jadullah Ali, l'un de nos amis plongeurs. Après avoir été moniteur dans les hôtels, il est revenu sur son île natale, créer une entreprise de pêche aux langoustes. Comme tu es plongeur, as-tu remarqué un changement dans les récifs coralliens? Oui, il y a un vrai changement. Il y a environ 6 ans, nous avions du très beau corail. Mais depuis, il est en train de mourir. Quand il y avait du beau corail ici, les poissons étaient très près de la plage. Je voyais partout de jolis poissons. Mais maintenant, ils sont partis plus profonds, parce qu'ils veulent vivre avec du corail en bonne santé. Pour quelle raison penses-tu que le corail soit mort? Parce qu'il fait trop chaud. Cela est dû au changement climatique. Je pense que le problème vient de là. J'y crois, moi, au changement dans l'environnement. Beaucoup de scientifiques pensent que le niveau de la mer monte. Es-tu inquiet pour l'avenir des îles? Je suis persuadé que nous allons devoir dire au revoir aux Maldives. Peut-être que la prochaine fois que tu viendras ici, il n'y aura plus de Maldives. Il te faudra plonger si tu veux voir les îles. Sans ça, tu ne trouveras pas les Maldives. On devra partir vers d'autres pays, comme le Sri Lanka qui n'est pas loin, ou vers l'Inde. Je ne sais pas comment on fera. J'espère que le gouvernement pourra m'aider pour tout ça. Voici Malé, la capitale des Maldives. Sur cette île de moins de 2 km² s'entassent près de 150 000 personnes. Elle est presque entièrement ceinturée de digues afin de la protéger des colères de l'océan. Pourtant, récemment, Malé a été en partie submergée lors d'un violent cyclone. Il ne sera pas possible de réaliser les mêmes travaux pour chacune des îles de l'archipel. Que peut faire le gouvernement d'un petit pays pauvre contre la montée de l'océan? Nous avons posé la question à Momoun Abdul Gayoum, président de la République des Maldives. Quelles sont les conséquences pour les Maldives du réchauffement planétaire et de la montée des océans? Nous sommes confrontés à de très sérieux problèmes environnementaux. Celui que vous mentionnez sur le réchauffement planétaire est le pire auquel nous devions faire face. Ce réchauffement va faire monter le niveau des océans. Nous ne savons pas de combien. Mais quelle qu'elle soit, cette montée des eaux nous posera un très sérieux problème. Même une montée de quelques décimètres signifiera une grande différence pour nous. Elle pourra noyer certaines de nos îles. Elle pourra détruire nos infrastructures. Alors nous voulons que le monde soit informé de cela. Pas seulement en ce qui concerne les Maldives, mais également pour tous les pays qui sont dans la même situation, qu'ils soient petits ou grands. Vous avez de petits pays insulaires, mais aussi de grands pays qui sont menacés, comme le Bangladesh par exemple, qui a des régions côtières très basses, la Belgique également, et la côte est des États-Unis, l'Égypte. Il y a donc beaucoup de pays qui risquent d'être affectés par le réchauffement planétaire et par la montée des océans. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème planétaire et qu'une action internationale doit être entreprise afin de réduire le réchauffement global. Les grands pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Comme nous sommes les messagers des enfants d'Europe, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez leur transmettre? Je veux que vous soyez bien informés de ce problème et qu'ensuite vous alliez expliquer à vos peuples que cela va être un problème planétaire. Que nous devons tous nous unir, toute l'espèce humaine, toute l'humanité, pour sauver le monde d'une catastrophe dans le futur. De retour à Fehendou, nous avons tous le cœur gros. Nous avons découvert un petit coin de paradis
qui va probablement disparaître, victime des gaspillages des pays industrialisés. Ces gaspillages, ce sont nos gaspillages. Cette pollution, elle est le fait de chacun d'entre nous. Dans quel monde souhaitons-nous vivre lorsque nous serons adultes? J'aimerais bien que mes enfants puissent un jour vivre une escale heureuse à Fendo, comme je l'ai vécu. Avant notre départ pour la mer Rouge, les habitants nous ont préparé une fête inoubliable. Là, ils viennent de nous offrir une maquette de Denis juste après le repas, là. Noix de coco. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment génial. Nous avons passé une semaine sur leur île. Et ils nous offrent des cadeaux, des repas. Je suis très touché. Je ne sais pas comment leur dire merci. Merci n'est pas assez.